Bonjour à tous, Thibault Lejeune, vétérinaire à Joinville, en Haute-Marne. Je présente qu'aujourd'hui un petit topo sur les mortalités d'abeilles, leurs causes et leurs conséquences, à la demande de votre structure de l'ADA. Donc je suis vétérinaire pour le GTV Grand Est, et donc je suis quelques apiculteurs sur l'Aube essentiellement. Pour être synthétique, je dirais, le souci c'est que avant de mourir, on pourrait toujours poser la question, mes ruches, elles étaient comment? Parce que c'est très variable. D'un apiculteur à l'autre, l'appréciation de la bonne santé de ces ruches est assez différente. On peut considérer qu'elles étaient mourantes, peut-être bizarres, faiblardes, un peu légères. Voilà le deuxième. Ok, donc vous voyez, déjà rien qu'avant qu'elle meure, il y a peut-être des signes particuliers, mais quand bien même on s'en inquiète, on ne le qualifie pas de la même façon. Alors bon, je vous passe sur la dynamique d'une colonie. Effectivement, en fonction du moment où on la voit, elle peut être qu'à un stade où elle est en sortie d'hivernage, donc une colonie relativement faible dans son effectif. On peut avoir une colonie au plus fort de sa population, donc après sa phase de développement, normalement au printemps. Et puis, au gré de l'automne qui arrive, selon les événements, qu'il y a eu des sémages, qu'il y a eu différents éléments de santé, on peut avoir une population qui diminue. Est-ce que pour autant, à chaque fois que la population est moins importante, la ruche est en voie de mourir? Difficile de le dire. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans le milieu par rapport à la perte de population d'abeilles. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait il y a plus de 15 ans sur la question, et quelques termes couramment utilisés ont été posés pour avoir des définitions plus précises. On peut parler parfois de dépérissement pour les colonies d'abeilles. Le dépérissement, c'est le fait d'aboutir à la destruction des abeilles sans expression précise de la nature et de la vitesse de destruction. Bon, il n'y a plus d'abeilles, on ne sait pas dire pourquoi et en combien de temps. Ça, ce serait le dépérissement. Par contre, l'affaiblissement, ce serait un manque de force, de vigueur d'une colonie d'abeilles lié à une diminution de la densité du peuplement d'une colonie au cours du temps, à une diminution de l'activité de la ruche pour une période de l'année durant laquelle ces diminutions sont inattendues. Je m'attendais à avoir des grosses populations, il y en a moins que prévu, et donc il y a moins de peuplement dans les colonies. Ça, on va dire que c'est un affaiblissement qui peut être préalable à une mortalité derrière. Le dépeuplement, un autre terme qui est couramment utilisé, la diminution progressive du nombre d'abeilles dans une colonie au cours du temps, c'est une composante temporelle, sans cause apparente jusqu'à sa disparition, en raison de l'incapacité des abeilles survivantes à assurer les tâches élémentaires indispensables à la survie de la colonie. Donc, le dépeuplement, là, il y a une composante essentielle, il y a de moins en moins d'abeilles, et à un moment ou à un autre, on passe la stop limite, qui fait que même quelques résidus d'abeilles ne peuvent pas subvenir aux tâches de la colonie. D'autres termes qui existent, notamment l'effondrement. Là, il y a une composante de perte rapide d'abeilles au sein d'une colonie qui mène à son anéantissement. Un autre vocable en anglais, donc le collapse disorder, qui fait que on est sur cette thématique, c'est rapide et à la fin, il n'y a plus d'abeilles du tout. Donc les différents termes qu'on a exposés se mettent en rapport avec une éventuelle mortalité. La mortalité, par contre, c'est une fréquence de décès, il y a un côté dynamique dans les choses, le nombre de morts dans une population pendant une période donnée. Par exemple, si on prend une phase hivernale de 6 mois, sur 200 ruches, si on a 20% de mortalité, bon, 20 fois, ça fait 40 ruches mortes par mois, donc si on exclut les faibles, évidemment, ça fait sur 6 mois une mortalité de 6,6 ruches par mois. Voilà. Le nombre de malades, c'est la morbidité par contre. La morbidité, on n'est encore pas mort, on est juste malade. Des colonies qui seraient anormales. Donc là, c'est encore un autre terme. Donc sur un rucher, vous pouvez avoir des morts, taux de mortalité, et des malades, la morbidité. Alors bon, si vous voulez être un peu plus synthétique, il y a un tableau qui reprend ça. Donc le dépérissement, l'affaiblissement, le dépeuplement et l'effondrement. Et on y voit différents impacts sur la diminution du nombre d'abeilles, c'est ce que vous voyez le plus fréquemment, ou la diminution de l'activité par rapport à vos performances zootechniques, production de miel, de pollen éventuellement. Et donc du coup, en fonction de ça, on sait si on est sur un créneau ou sur un autre. Alors attention, comme on le disait tout à l'heure, la colonie n'a pas toujours la même activité à tous les moments de l'année.
Donc, en fonction de la période de production de quantité de miel, si effectivement, à un moment où elles devaient produire beaucoup de miel, vous voyez qu'elles n'en produisent pas, ça attire votre attention. Si par contre, on sonne une production de miel que vous avez récoltée et après, vous ne la voyez pas arriver, vous pouvez dire, oh, ben, il n'y a peut-être pas trop de nectar, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et vous ne vous rendez pas compte que votre colonie est en train de végéter par un autre motif. Alors là, c'était la partie très théorique, même si elle se lie à la pratique. De mon point de vue, ça appelle quelques commentaires sur les termes qu'on utilise. Il y a quoi qu'il en soit besoin d'avoir un suivi régulier dans le temps. C'est sûr que si on y passe une fois tous les mois, la composante d'effondrement, d'affaiblissement et tout ce qui va autour, on ne saura pas l'apprécier. Quand bien même on passe régulièrement dans les colonies, il y a quand même besoin d'avoir un suivi de qualité pour chaque ruche à chaque visite. Si je ne sais pas qualifier le nombre d'abeilles vivantes, plus ou moins par rapport au nombre de mortes, qualifier l'état du couvain, les variations selon les souches, peut-être parce que vous avez un peu de génétique, faire un ratio par rapport aux origines des colonies introduites, la production qui a été réalisée, et éventuellement le repérage et l'identification des colonies à surveiller de plus près, ben, ça restera au feeling, quoi. Donc vous avez sans doute de très très bons souvenirs d'une visite à l'autre. Je pense que vu le nombre de ruches que vous avez chacun ou chacune, ça commence à faire beaucoup de données à mémoriser, et vous ne les révisez pas tous les soirs. Et une fois que j'ai bien observé les choses, si je ne les trace pas de manière fiable, voire écrite, registre sanitaire, logiciel peut-être, et surtout un support de communication entre les différents intervenants au sein du rucher pour standardiser les critères d'observation, bah, c'est pareil, on ne va pas être forcément très très pointu, très efficace. Donc il y a déjà cette troisième composante qui est importante pour apprécier l'état de santé des colonies. Et à l'appui de tout ça, quand bien même on a donc été régulier dans le temps, on a bien suivi chaque ruche, on a bien tout noté, au moment où il y a quelque chose qui se passe, il faut savoir réagir. Donc il faut être réactif et donc du coup avoir des compétences sanitaires pour prendre des bonnes décisions et ensuite suivre les actions qui sont menées avec des critères qu'on aura déterminés. Ensuite, à l'appui de tout ça, on a donc pas mal d'enquêtes scientifiques qui en permanence, donc, Florian nous en reparlera après, qui sont mises en place pour essayer d'apprécier les phénomènes de mortalité. Et donc là, l'idée, c'est d'apprécier, pourquoi pas, dans certains cas, l'impact de certaines substances phytosanitaires environnementales, mais on verra qu'il n'y a pas que ça, qui pourraient prédisposer ou mettre en œuvre un peu de mortalité dans les ruches, ou donc prédisposer à des synergies de molécules. Dans ce domaine-là, M. Ricat du SRAL pourrait nous en dire un mot s'il faut. N'oublie pas que les substances phytosanitaires ont été évaluées donc, en laboratoire pour évaluer leur toxicité, qu'elles soient par ingestion, par contact ou par inhalation. Et donc toutes ces données sont collectées et permettent d'interpréter les données en cas de mortalité. Donc ça, c'est important de savoir que quoi qu'il en soit, du moment qu'on a des molécules toxiques, elles sont évaluées par rapport aux abeilles. Je passe rapidement sur le système OMA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est censé se généraliser en France, qui est donc ce système de surveillance de l'Observatoire des maladies aiguës des abeilles. Dans ces cas-là, on a quoi? Vous avez de la mortalité dans vos colonies, et vous êtes censé donc le signaler pour qu'on puisse venir voir ce qui se passe, et voir si la maladie est attribuable à de la maladie normale, à la toxicité, ou à un danger sanitaire de classe 1. On en reparlera. Pour faire simple, puisque c'est la France, on a un beau petit diagramme sur OMA. Quand vous aurez ça qui sera mis en place, mais pas pour l'instant dans le Grand Est, vous n'aurez qu'un seul guichet donc, pour déclarer la mortalité. Et donc avec ça, on pourra donc trier les informations sur le fait qu'on a peut-être un code maladie réglementé par l'État, les mortalités massives aiguës par intoxication possible ou autres troubles, dont varroa et autres maladies. Une fois qu'on a ça, on a des analyses et des procédures qui se mettent en place derrière et qui vont collecter des données. Et au bout de 2 ou 3 ans, par rapport à ces mortalités, il y a peut-être quelques informations qui ressortiront de tout ça. Un petit mot sur la pharmacovigilance. N'oublions pas que quand vous utilisez des médicaments vétérinaires, il y a quand même donc, des choses à dire. Et donc, quand parfois, par malchance, il y a ou des effets secondaires qui peuvent aboutir, pourquoi pas, si on n'était pas forcément très très précis, ou qu'il y ait des nouveautés sur le marché des médicaments vétérinaires, s'il y avait une molécule qui, dans certains cas de figure, produisait des effets secondaires, voire pourquoi pas de la mortalité, on est censé faire remonter l'information donc à l'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire, qui donc elle-même après va compiler les données, faire des évaluations nationales ou européennes, et après donc, recommuniquer les choses via le site de l'ANSES, donc pour le côté pratico-pratique. Donc normalement, ça c'est quelque chose qui est très peu fait dans le milieu, évidemment, parce que d'une part, les fiches de pharmacovigilance ne sont pas du tout faites pour les abeilles,
Ça, c'est un point faible qui est quand même conséquent. Et d'autre part, bien souvent, comme on est sur ou de l'inefficacité supposée ou peu d'effets secondaires à côté, on n'a pas tendance à aller faire les déclarations. Donc, il y a évidemment très peu de déclarations de pharmacovigilance qui sont faites en France par rapport à tous les médicaments qui sont pourtant utilisés. Alors, on peut se faire un petit inventaire des causes, pour l'instant, de mortalité apicole établies. Si on part sur les agents biologiques, ben, vous en connaissez un bon nombre, évidemment. Hein, les prédateurs comme le frelon asiatique, Ethina tumida, la Fausteine, pourquoi pas, Acarapis. Des parasites comme le varroa, la noséma, donc en microparasites, et les champignons pour aspergillose. Bactéries, loques américaines, européennes, vous les connaissez. Et pour certains virus, parce qu'ils sont multiples maintenant, parasites chroniques ou aigus, couvain saxiforme, virus Z déformé. Nosémose, c'est redondant, c'est pas un virus, évidemment. Petit laïus simple, hein, comment varroa tue-t-il les colonies d'abeilles? On a encore beaucoup d'apiculteurs qui ne se rendent pas trop compte de la toxicité du varroa pour les colonies. Bon, évidemment, on sait bien que le parasite spolie directement les abeilles et les larves. Il a, par sa dynamique de population, donc une sorte d'explosion exponentielle des effectifs au cours de la saison, qui va atteindre un maximum en phase pré-hivernale ou pourquoi pas hivernale dans certaines régions de France. Et dans ces cas-là, ben, la toxicité et la spoliation sur les populations d'abeilles est à son maximum. Et par son aspect donc piquant, évidemment, il est incriminé pour transmettre nombre d'agents pathogènes, de virus, dont le fameux virus Z déformé qui a un marqueur indicatif, mais on peut avoir du varroa évidemment sans ce virus-là. Et donc du coup, forcément, ça augmente sa toxicité sur les colonies d'abeilles. On peut parler du frelon asiatique, je pense que ce sera un thème à évoquer cet après-midi. Bon, globalement, quand il veut donc, nuire aux colonies d'abeilles, le plus toxique, c'est quand le nid est très proche des colonies, puisqu'il va au restaurant tous les jours. Sa prédation permanente et donc très efficace fait que les colonies ne sortent plus ou sont très gênées de leur travail. Donc du coup, les butineuses ne font plus leur travail et donc elles ne peuvent plus sortir. Évidemment, quand ils vont au restaurant tous les jours, l'impact sur les populations d'abeilles, si on est sur la bugface qui compense un petit peu par sa dynamique, ça peut encore passer un petit peu. Si c'est sur de la noire qui est plus légère en colonie, peut-être que l'impact est plus rapide. Un petit topo sur Ethina tumida, le thème de l'an passé. Bon, évidemment, vous vous souvenez que donc Ethina a deux phases, une phase larvaire et puis une phase adulte. Celle qui nuit le plus à la colonie, évidemment, c'est la phase larvaire, puisque donc, toutes les larves vont profiter des ressources apicoles de la colonie, et donc d'une part à leur profit, et ensuite on sait qu'elles sont porteuses de levures qui vont donc contaminer les réserves de miel et de pollen, les faire tourner, j'ose dire, et donc dans ces cas-là, altérer considérablement donc, la qualité des produits nutritifs de la ruche. Et évidemment, une partie de sa toxicité d'Ethina est de pouvoir diffuser rapidement au sein des ruchers, et donc, du coup, la dénaturation des ressources apicoles est d'autant plus multipliée. La loque américaine, pardon, j'ai été trop vite, donc classique, là c'est une maladie bactérienne. Globalement, son impact est essentiellement sur la qualité des couvains, et donc forcément, ça impacte le renouvellement de la colonie. Si la colonie est un peu légère et que les conditions sont défavorables, certains ruchers peuvent être assez impactés. Les virus, bon, j'ai été restrictif, je me contente des virus de la parasie chronique et aiguë. Bon, et comme vous le savez, parce que vous l'avez sans doute déjà eu, on a une mortalité massive et soudaine, ce qui est souvent en relation avec un stress environnemental, nutrition, climat. Une fois que le virus se développe au sein de la colonie, il y a une grosse mortalité avec des symptômes associés. Si la reine meurt avec, la colonie est perdue, sauf si elle remère. Si la reine réchappe, bien souvent, avec un petit peu de soin, la colonie redémarre au bout de quelques mois. La nosémose, donc comment est-ce qu'elle tue les abeilles? Alors, on m'a dit relativement rare, mais on a eu un cas dans l'Aube au printemps. On a donc un affaiblissement de la colonie, consécutif au désordre digestif que les abeilles ont dans l'intestin. Ça peut impacter les butineuses, mais en phase hivernale, ça prend un petit peu toute la colonie. Et donc, on peut avoir des mortalités massives, assez soudaines, et qui vont parfois prédisposer à d'autres maladies si on ne prend pas les choses en main. Les agents chimiques, c'est une grande thématique. Je pose volontairement une question qui est clivante, évidemment. Les produits phytosanitaires agricoles tuent-ils les abeilles? Réponse, oui et non. On a au moins 450 substances actives homologuées pour 5000 produits commerciaux. Les informations relatives à ces produits sont disponibles sur le site Agritox, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont tous été évalués avec les normes actuelles. Elles sont acceptables ou critiquables selon la personne qui en parle, mais pour l'instant, c'est la norme qui est retenue. Bien souvent, c'est le mésusage qui crée la toxicité.
Pourquoi? Parce qu'on voit bien que sur les analyses multirésidus qu'on fait sur les abeilles en mortalité aiguë, on a en général peu de résultats d'analyse qui confirment le fait que les abeilles sont bien mortes de ça, et que de ça. Par contre, on a beaucoup d'analyses qui montrent qu'il y a du portage latent, de la pollution donc, des colonies, par des résidus de phytosanitaires, mais ce n'est pas le problème. Le souci, c'est que parfois les résultats sont interprétés avec partialité. J'ai eu le cas en expertise vétérinaire, où apparemment il y a une mode chez certains techniciens donc, sur le terrain qui laisse penser que parce qu'on trouve des résidus, même à dose infinitésimale donc, de phytosanitaires, les ruches sont forcément mortes de ça. Si on a mis au point des DL50 par contact, par ingestion, par tout ce qu'on veut, c'est pas pour faire joli. Donc il n'est pas acceptable en expertise qu'on soit confronté à des techniciens qui laissent penser que simplement, même donc, du taux fluorinate à 1/1000e de dose, ça suffit à tuer les abeilles. C'est pas normal. Alors bon, quand bien même il y a peu de résidus qui tuent les abeilles, quand ils tuent, ben, ils sont en relation avec des catégories de molécules assez puissantes. Les insecticides, les premiers. On se pose des questions peut-être maintenant sur les fongicides ou les herbicides ou sur des synergies de molécules entre elles. L'effet de dose est indiscutable, donc c'est ce qui fera la différence entre une intoxication aiguë ou chronique. Et comme je vous le disais, les modalités d'exposition, qu'elles soient directes ou indirectes, par contact, par ingestion, par toilettage, font que du coup la toxicité va s'exprimer plus ou moins. On n'oublie pas les pesticides domestiques. C'est toujours facile de penser aux pesticides donc, agricoles, mais donc on a quand même des choses qui traînent. Classiquement, comme on disait tout à l'heure, les produits vétérinaires, moi je les ai classés comme des pesticides dits domestiques, puisqu'ils sont propres à l'usage comme pour les abeilles. Les médicaments antivarrois, qu'ils soient avec ou sans AMM, peuvent avoir une toxicité s'ils sont donc à un dosage inadapté, ou une forme galénique mal maîtrisée, ou des circonstances d'utilisation mal gérées. Quid de l'antipus à base de fipronil, que j'ai déjà eu une fois donc, en mortalité d'abeilles, puisqu'il y avait un souci de voisinage. Les industriels pourraient être aussi mis à mal, parce qu'on pourra avoir des pollutions par les dioxines, notamment, et des pollutions de l'eau, puisque les abeilles ont quand même besoin d'eau pour faire leur cycle. Toujours classique, l'exposition aux pesticides domestiques va être en relation avec un contact, une ingestion, une inhalation en phase liquide, avec le sirop, pourquoi pas. Toxiques alimentaires, j'ai classé comme ça. Il a été référencé quelques toxiques végétaux à base de pollen ou nectar de quelques plantes donc, reconnues dans ce domaine-là. C'est vraiment pas la grande majorité des cas. Par contre, ce qui est plus tracassant éventuellement, c'est les sirops, qui pourraient être mal conservés, voire ayant un petit peu chauffé, et qui vont donc former des composés donc, toxiques pour les abeilles, le HMF classiquement. Dans les toxiques alimentaires, on peut revoir donc Etina, puisque donc, lorsque les larves donc, ont contaminé le miel et le pollen, on a des fermentations qui rendent le miel impropre à la consommation et même pour les abeilles. L'eau, j'en ai parlé, effectivement. La qualité et la quantité peuvent être variables. On peut avoir de l'eau en grande quantité, mais si elle est empoisonnée, ce ne sera pas mieux pour les abeilles. Et quand il en manque donc, pendant l'été, quand il fait sec, elles en souffrent aussi. Pour les facteurs environnementaux, là il y a un point essentiel d'après moi, c'est d'évaluer quand même pour l'apiculteur donc, la capacité nutritive du biotope, qui ne sera pas toujours bien déterminée parfois, soit dans sa composition florale, soit aussi par la capacité donc, du nombre de ruches à être nourries par ce biotope. Donc du coup, forcément, ça va prédisposer à un affaiblissement parfois des colonies, ou à un stress particulier si on les emmène à un endroit où il y a théoriquement beaucoup à manger, et puis pas de chance, on est beaucoup plus nombreux que prévu à venir sur le site, bon, ça divise quand même la ressource, ou s'il y a un événement de climat qui arrive et qui fait qu'on ne peut plus accéder à la ressource parce qu'il pleut, il fait trop sec, ou que sais-je, dans ces cas-là, la capacité nutritive du biotope n'est pas forcément adaptée à la circonstance. Le bol alimentaire, comme je le qualifie, donc c'est la capacité florale, est dépendante de la flore, qui va être supposée mellifère. Le coup classique, bon, c'est la luzerne. Il y a un effet de terroir. Si vous prenez la luzerne dans la Marne, elle est très bonne pour les abeilles. Si vous la prenez en Haute-Marne, il y a déjà beaucoup moins de miel de luzerne en Haute-Marne parce que le terroir n'est pas adapté. Donc, c'est pas parce qu'une plante est censée faire du miel, être mellifère, qu'elle va forcément produire là où elle était implantée. En matière d'impact sur les mortalités d'abeilles, l'influence des événements climatiques qu'on a maintenant de plus tranchés, comme les sécheresses, les gels tardifs, les pluies incessantes, comme on les a connus il y a 2 ans, sont tout à fait responsables de mortalité ou d'affaiblissement des colonies. On peut avoir des famines massives à certains endroits parce qu'effectivement, trop chaud, trop sec ou juste pas à manger avec un coup de gel comme il ne fallait pas.
Un autre élément qui n'est pas de votre ressort, c'est la fauche soudaine de champs. Hein, classiquement, les luzernes sont fauchées un peu plus tôt prévu, ou le sainfoin. Bon, on avait amené les abeilles dessus, puis pas de chance, il n'y a plus à manger. Là, on a déjà eu des cas de mortalité avec un virus, un CBPV qui va passer, parce que les abeilles sont stressées, elles ne savent plus quoi faire, et donc forcément, la mortalité s'exprime après. Dernier point, sur les mortalités et les pratiques apicoles, de mon point de vue, on garde à l'esprit que l'apiculteur doit être capable de prodiguer les meilleurs soins à ses abeilles. Ça va dans les normes de bien-être animal de maintenant. Donc, c'est quand même vous au départ qui choisissez l'emplacement du rucher, on en a parlé juste avant, pour établir la qualité et la quantité de nutrition possible, la durabilité de la ressource. Si à manger pour 15 jours et que vous laissez un mois, forcément ça va pas aller. Donc en fonction, comme le rucher sera sédentaire ou temporaire, le rucher sera donc impacté ou non pour la santé des abeilles. Être capable d'intervenir si besoin. Vous avez des grandes distances maintenant parfois à couvrir pour aller d'un rucher à l'autre. Si effectivement le temps de se retourner, on n'a pas eu le temps de trouver une solution de sortie pour le rucher qui souffre, et ben quelque part c'est pas l'abeille ni le virus qui est responsable, c'est un petit peu quand même l'apiculteur. Évidemment, dans vos compétences, vous êtes maintenant capable de repérer et de mettre des soins adaptés aux colis en souffrance. On en parlait au début. Vous avez repéré, vous avez noté, vous avez vu l'évolution sur le temps. Donc, dans ces cas-là, vous donnez des paramètres d'alerte et, à un moment ou à un autre, vous prenez une décision rapide et vous êtes capable d'évaluer les choses en temps voulu pour savoir si vos facteurs de correction ont porté leurs fruits. En cas de maladie contagieuse, c'est bien l'apiculteur qui va appliquer des principes de biosécurité pour éviter que la mortalité, si elle est infectieuse, gagne d'autres ruchers. Et donc, dans ces cas-là, ça impacte votre méthode de travail, le renouvellement du matériel et sa désinfection, les soins adaptés aux abeilles en matière de nutrition, pourquoi pas, et la gestion des colonies mortes pour éviter le pillage qui transmettrait donc certains agents pathogènes d'une colonie à l'autre. Et on en revient normalement au signalement des mortalités anormales. Du moment qu'il y a un seuil qui est franchi, plus que 30% donc de pertes au sein d'un rucher en moins de 15 jours, vous êtes censé faire une déclaration au service vétérinaire pour voir un peu ce qui se passe. Les conséquences, je les verrai donc avec Floriane, elle les présentera après. On vous parlera donc de l'enquête mortalité hivernale, et donc c'est elle qui vous présentera donc les conclusions après mon exposé. De mon point de vue, quelques recommandations pour minimiser les mortalités. Toujours, on s'en le dit en permanence, c'est un vœu pieux, améliorer les pratiques apicoles. Bon, vous êtes formé maintenant et informé en matière de génétique, mais on sait que certaines souches sont plus ou moins capables de résister à certains agents pathogènes, d'autres un peu moins. Donc, il y a des sensibilités qui peuvent ressortir en fonction qu'on va faire d'abeilles dites noires, de la buckfast, de la VSH. Chaque apiculteur connaît ses abeilles et sait voir comment elles vont donc réagir en cas de stress. Les pratiques apicoles, on en a déjà parlé, c'est l'alimentation. La gestion des apports protéinés au bon moment pour stimuler la colonie, glucidique derrière pour stimuler donc la prise d'énergie. Et selon les phases de développement de la colonie, l'un est adapté à un moment, l'autre à un autre, et donc vos supports nutritionnels sont indispensables donc, dans ces cas-là. Pour minimiser les mortalités, évidemment, on l'a déjà dit, en cas de gestion sanitaire des colonies, on est capable de connaître et de reconnaître les maladies courantes, et on appliquera les mesures de biosécurité adaptées. On revient rapidement sur une amélioration des traitements varrois. C'est quelque chose qui est très complexe, vous le savez plus que moi. Donc, c'est pas parce qu'on a des outils pour traiter que si on l'utilise mal, ça ne va pas aller. Il faut vraiment utiliser le traitement au meilleur moment, selon la séquence climatique, selon la génétique apicole et selon donc, la dynamique de population des varrois. Quand on fait le traitement trop tard, de toute façon, la colonie est déjà mal en point. Pour faire tout ça, pour gérer les mortalités, un petit rappel sur les partenaires de la filière. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, il y a quelques vétérinaires apicoles qui traînent sur le circuit. J'attire l'attention sur le fait que les vétos conseils en PSE ne sont pas des vétos qui sont là pour gérer du curatif. On ne fait que du préventif. Donc, tenez-vous-en aux protocoles qui vous sont exposés et mis en œuvre par votre vétérinaire conseil. Mais du moment qu'après, il y a de la mortalité et qu'il y a quelque chose qui se passe, il peut venir en tant que libéral, mais ça ne se fera pas dans le cadre du PSE. Il y a donc les laboratoires d'analyse. Ça, de mon point de vue, c'est une grosse carence dans le milieu. Vous avez quelques laboratoires qui sont maintenant compétents pour apprécier ou analyser vos abeilles, mais ce n'est pas une culture du milieu. On l'a plus en animaux de rente, bovins, ovins. Ceci dit, je pense que quand on se pose des questions sur pourquoi c'est mort, c'est pas idiot de temps en temps d'investir un petit peu d'argent dans des analyses de laboratoire
pour savoir si l'hypothèse elle est recevable et si on a donc loupé quelque chose. Alors la multirésidue sera rarement faite par Beausoin, parce qu'en général elle est faite dans le cadre donc, des analyses donc, de mortalité aiguë. Mais ceci dit, tout ce qui est pathologie de l'abeille, avec les virus, le varroa et ce qui tourne autour, ça peut quand même se faire donc, assez facilement et pas forcément pour trop cher. Il y a à vos côtés des organismes de recherche, évidemment, comme l'INSAP, l'ANSES et tout ce monde-là qui tourne autour de la filière. Il y a votre administration régionale et nationale qui est là aussi pour le cadre réglementaire des mortalités d'abeilles. Et puis, il y a aussi, à l'écoute de l'usage des bons et des médicaments, vos laboratoires producteurs de médicaments homologués qui sont là pour essayer de toujours faire des meilleurs médicaments adaptés aux circonstances. Je vais refaire un dernier rappel sur la procédure de surveillance des mortalités massives, qui est OMA ou qui n'est pas OMA, quoi qu'il en soit. Si vous détectez des mortalités, il faut les signaler. Et après, les vétérinaires et l'administration s'en occupent. Alors, une dernière chose, donc concrètement, il y a de la mortalité ou de la dépopulation dans le rucher. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on caractérise le phénomène, hein, diminution d'abeilles, sur quelle durée, mortalité flagrante, combien d'abeilles mortes éventuellement, combien de ruches mortes au sein du rucher. Tout ça, c'est évalué selon la saison, l'hiver, le printemps, l'été. Vous n'avez pas les mêmes barèmes d'appréciation. Évidemment, donc, on signale le phénomène à l'administration si ça dépasse les normes acceptables. On est capable de faire des prélèvements d'abeilles mortes, le cas échéant, même si le vétérinaire n'est encore pas arrivé, ça peut se faire avec son accord. Ou d'autres produits apicoles, comme donc, des cas donc, avec du miel, du pollen ou du couvain. On garde consciencieusement les étiquettes de sirop, parce que ça peut être ça aussi, donc pas une intoxication alimentaire avec nos sirops. Et on fait attention donc, de ne pas bouger les colonies qui sont suspectes. Et donc on fait attention à son matériel pour ne pas trimballer les germes d'un rucher à l'autre. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à Floriane. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête de mortalité hivernale 2022-2023. C'est une enquête qui est soumise aux apiculteurs chaque année par la plateforme ESA. Donc, pour les objectifs de l'enquête de mortalité hivernale 2022-2023, c'est d'estimer le taux de mortalité en sortie d'hiver. Ensuite, ça va être d'apprécier l'évolution du taux de mortalité d'année en année et de recueillir l'avis des apiculteurs sur les causes liées à cette mortalité. Donc là, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une enquête scientifique, mais plutôt d'une enquête déclarative. Donc tous les chiffres que je vais vous présenter vont être à prendre avec des pincettes. On peut être tenté de faire des liens d'effets cause-mortalité. Cela dit, on va être plutôt sur des tendances que sur des liens de cause à effet véridiques. Donc, prenez tous les chiffres que je vais vous présenter avec parcimonie. Alors, tout d'abord, quelques points sur la participation régionale des apiculteurs. Donc là, on est bien sur les données du Grand Est. En moyenne, 30% des apiculteurs ont répondu à l'enquête de mortalité. C'est tout, c'est à peu près, on est à peu près sur les mêmes taux d'une année sur l'autre. On est en moyenne à 30% chaque année. Parmi les apiculteurs qui ont moins de 10 ruches, on est à 29%, donc c'est cohérent. Pour les apiculteurs qui ont entre 11 et 49 ruches, 34%, c'est un peu mieux. Seulement 19% pour les apiculteurs qui ont plus de 50 ruches. Donc il y a un point d'amélioration de ce côté-là. Si on regarde un peu la participation à l'échelle départementale, on voit que la participation est relativement équivalente entre les différents départements du Grand Est, avec peut-être en Haute-Marne une sous-participation par rapport aux autres départements. On note aussi en Meurthe-et-Moselle une bonne participation des apiculteurs ayant plus de 50 ruches, donc bravo. En ce qui concerne les données de mortalité au niveau régional, on évalue les pertes à 24% du cheptel apicole, dont 16% de mortalité. Pour les apiculteurs qui ont moins de 10 ruches, on a des pertes de 26% pour une mortalité de 19%. Donc la différence, en fait, ça va être les ruches non valeurs, donc qui ne vont pas produire au cours de l'année. Pour les apiculteurs qui ont entre 11 et 49 ruches, c'est équivalent au chiffre précédent. Et on remarque que la mortalité est plus faible pour les apiculteurs qui ont plus de 50 ruches. On a des pertes équivalentes à 20% de leur cheptel et des mortalités de seulement 13%. D'ailleurs, petit point positif,
Cette année, on fait partie des régions avec les taux de mortalité les plus bas, donc vous pouvez vous féliciter. Bravo à vous. Oh non. Alors, si on zoome à nouveau sur les départements, on remarque que les taux de mortalité sont pareils, relativement équivalents d'un département sur l'autre. Petit point sur la Haute-Marne qui semble avoir des mortalités plus faibles par rapport à la moyenne, et en Meurthe-et-Moselle, des mortalités un peu plus élevées. Malheureusement, l'enquête de mortalité ne nous permet pas de préciser pourquoi on a ces chiffres-là dans ces deux départements. On peut éventuellement essayer de spéculer, ça peut être en raison de la population d'apiculteurs qui a répondu, ça pourrait être lié à des causes environnementales, peut-être qu'il y a des varrois qui sont plus résistants en Meurthe-et-Moselle. On ne peut pas conclure, mais c'est intéressant à noter. Par rapport aux années précédentes, vous voyez que les mortalités ont baissé par rapport à l'année 2021-2022. Cela dit, vous vous souvenez, 2021, tous les départements de la région Grand Est ont été reconnus en tant que calamité agricole pour l'apiculture. Cette année-là, il y a eu une énorme période de famine tout au long de l'année pour les abeilles qui explique ces taux de mortalité particulièrement élevés, même par rapport aux années précédentes. Cette année, on est à nouveau sur une pente, on va dire, plus favorable, puisque la mortalité a quand même plutôt diminué, même si on reste légèrement supérieur par rapport à la moyenne des dernières années, sachant que cette moyenne est augmentée aussi par rapport à l'année 2021. Donc on a encore des marges de manœuvre pour faire baisser cette mortalité, mais on est de retour sur une bonne pente. Je me suis trompée de diapo. Hop, voilà. Alors, en ce qui concerne les causes de mortalité, là, c'est du déclaratif. Donc, ce que je vais vous présenter, ça va être des tendances et pas des liens de cause à effet. J'insiste là-dessus, c'est très important. Parmi les causes de mortalité, alors sur les apiculteurs qui ont répondu à l'enquête, seuls 58% on a eu 58% de réponses par rapport à ces questions-là. Et parmi ces 58%, 15% des apiculteurs disent ne pas savoir pourquoi ils ont perdu des colonies. La première cause de mortalité identifiée par les apiculteurs qui ont déclaré, c'est des colonies faibles à l'hivernage, 38%. Ça fait presque la moitié. Ensuite, en deuxième, vient les problèmes de reines, suivis du varroa, d'une météo hivernale défavorable, des problèmes de réserve ou de nourrissement, et à 5%, le frelon asiatique. Ensuite, on a d'autres déclarations beaucoup plus marginales, autres qui vont être plutôt liées au stress climatique général, à des pillages, des essaimages tardifs, des blocages de ponte, de la nosémose, de la loque, mais des déclarations qui sont de 1, 2 ou 3 sur l'échelle de l'enquête. Donc, plutôt marginal. Alors, si on cible un peu par rapport au département, là, très rapidement, vous vous rendez compte que, alors toujours en vert, les apiculteurs de moins de 10 ruches, en bleu, les apiculteurs entre 11 et 49 ruches, et en violet, les apiculteurs de plus de 50 ruches. Pour les apiculteurs qui ont répondu, on remarque que les apiculteurs professionnels répondent systématiquement à la question de pourquoi vos colonies sont mortes. Et les apiculteurs qui répondent le moins sont les apiculteurs qui ont moins de 10 ruches. Ensuite, si on regarde la question « ne sait pas », on se rend compte que les apiculteurs qui ont le moins de ruches ont tendance à être peut-être moins informés sur les causes de perte de leur colonie. À côté, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, mais vous voyez au centre du cercle la moyenne des déclarations reçues pour la cause. Donc ici, vous avez les colonies faibles, les problèmes de reines, de varroa, les problèmes de climat au cours de l'hiver, le nourrissement, le frelon asiatique et les autres. On remarque que le frelon asiatique, c'est surtout sur cette valeur-là qui va faire bouger en fait le classement des causes de mortalité. On remarque aussi un phénomène intéressant, c'est que les apiculteurs qui ont plus de 50 ruches déclarent beaucoup moins de problèmes liés au nourrissement et au climat hivernal.
ils ont certainement d'autres pratiques d'apiculture qui peuvent favoriser ces deux survies. Alors, je vais détailler un petit peu. En ce qui concerne les colonies faibles à l'hivernage. Alors, le problème des colonies faibles à l'hivernage, c'est qu'une colonie faible peut être causée par de nombreux facteurs, parmi lesquels des problèmes de reine, par exemple une reine âgée ou une mauvaise génétique, le varroa, le docteur Lejeune vous en a parlé précédemment, le climat tout au long de l'année, par exemple 2021, grosse sécheresse, grosse pluie au printemps, des écarts de température qui ont été d'une variabilité extrême d'une semaine à l'autre. Bref, un climat qui n'a pas permis à la flore extérieure de s'épanouir et donc aux abeilles d'aller récolter pollen, nectar. Et enfin, tout ce qui pourrait être éventuellement exposition chronique à des produits chimiques. Donc tout ça, ça peut être des causes de colonies faibles. Et quand on parle d'une colonie faible, mes colonies sont... j'ai perdu mes colonies à cause de colonies faibles. En fait, ça cache certainement quelque chose d'autre derrière. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de préciser. Ensuite, les problèmes de reine. Donc un problème de reine, ça va créer un déséquilibre dans la population. Donc, soit votre reine est trop âgée, donc du coup, elle n'arrive pas à maintenir une population suffisante pour passer l'hiver, soit votre reine a un problème de génétique et peut transmettre, par exemple, diverses maladies à votre population d'abeilles, comme par exemple la maladie noire. Dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être d'échanger la reine, ça règle les problèmes génétiques, ou alors de faire une réunion de 2 colonies faibles, selon les cas. Par exemple, on évite de réunir une colonie saine avec une colonie qui a une maladie, bien sûr. Alors, si on détaille un petit peu les connaissances sur l'âge des reines des apiculteurs, les apiculteurs qui ont connaissance de leurs reines, c'est environ la moitié de la population qui a répondu sur les apiculteurs qui ont moins de 50 ruches. L'âge des reines est un peu plus connu par les apiculteurs qui ont plus de 50 ruches. À partir de 50 ruches, les apiculteurs commencent à vivre en partie donc, de leur production et sont certainement plus attentifs à ce facteur. Ensuite, quand on regarde l'âge des reines qui hivernent, on se rend compte que là, il n'y a pas tellement de différence entre les 3 populations d'apiculteurs. Donc en général, on a un quart de reines de l'année et un quart de reines qui ont plus d'1 an. Pour le reste, on ne sait pas. Je vais y arriver avec le sens. Voilà. Ensuite, la deuxième cause de mortalité, la troisième cause, ça va être le varroa. Donc le varroa, le docteur Lejeune vous en a parlé un peu plus en détail précédemment. L'idéal pour avoir une bonne stratégie de lutte contre le varroa, ça va être le comptage. Alors c'est une pratique qui peut être un peu chronophage, mais c'est vraiment le comptage qui va vous permettre d'établir un calendrier de traitement et d'être efficace dans la lutte contre le varroa. D'ailleurs, au sein du GDS régional, on a mis en place un réseau de comptage. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos données de comptage, même anonymement, sous la forme que vous voulez. Vous avez toutes les précisions sur le site du GDSA, gdsa-grand-test.fr. Compter vos varroas, ça va vous permettre aussi de réagir face à des phénomènes de réinfestation. Par exemple, si vous avez une colonie qui va piller la colonie faible du voisin, elle peut vous ramener une population de varrois relativement importante, ce qui peut conduire à l'échec de votre stratégie de lutte, malgré que vos traitements aient été efficaces. Et ça vous permet aussi de vérifier l'efficacité du traitement si vous faites un comptage avant traitement et un comptage 1 à 2 semaines après le traitement. Sans quoi, vous ne pourrez pas accuser le traitement d'être inefficace si on n'a pas la preuve derrière qu'effectivement le nombre de varrois n'a pas chuté de manière satisfaisante. Alors, en ce qui concerne les pratiques des apiculteurs sur le suivi d'infestation, c'est un chiffre qui nous a un petit peu étonnés parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a l'impression de retrouver sur le terrain. On a apparemment 30% d'apiculteurs qui suivent les varrois par comptage tout au long de l'année, on ne sait pas, mais qui fait au moins un suivi de comptage varrois.
quand on observe un peu les apiculteurs sur le terrain et qu'on les interroge, on a plutôt l'impression que ça tourne autour de 2-3%. Donc, levez la main, les apiculteurs qui font du comptage dans la salle. Ah bah vous êtes nombreux, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos comptages au GDS. Hein. Je compte sur vous. La méthode de comptage que les apiculteurs préfèrent, c'est celle des chutes naturelles sur l'ange qui présente l'avantage d'être utilisable toute l'année. Par contre, elle ne tient pas compte de la force de votre colonie. Si vous avez une colonie faible, faites attention, le nombre de varrois que vous allez compter ne sera pas forcément, enfin, ce ne sera pas les mêmes seuils qui sont présentés sur le roll-up ici. La méthode de comptage la plus efficace, ça va être le comptage des varrois phorétiques par la méthode de l'alcool pour décrocher les varrois. C'est la méthode la plus efficace, mais en général, les apiculteurs sont un peu frileux par rapport à cette méthode parce que ça nécessite de sacrifier 300 abeilles. Néanmoins, on voit qu'elle est quand même largement, enfin, elle est utilisée autour de 4% pour les apiculteurs qui ont moins de 10 ruches, presque 10% pour les apiculteurs entre 11 et 49 ruches, et ça descend un peu pour les apiculteurs plus professionnels. La désoperculation du couvain, ça c'est une méthode qui a tendance à augmenter avec le nombre de ruches. Bon, c'est intéressant comme pratique. Je vais y arriver. Ensuite, en ce qui concerne la lutte contre le varroa, en général, la majorité des apiculteurs font un comptage sur l'ensemble de leurs ruches. Mais là, on se rend compte que seuls 80% des apiculteurs qui ont participé à l'enquête déclarent traiter leur colonie contre le varroa. Ça veut dire qu'il y a 20% d'apiculteurs qui font peut-être autre chose. Quoi? On ne sait pas. Il y a aussi une petite partie d'apiculteurs, 10%, environ, entre 5 et 10%, qui ne traitent qu'une partie de leur ruche. Alors, est-ce qu'ils traitent une partie de leur ruche parce qu'ils ont fait du comptage et qu'ils se sont rendus compte que certaines ruches n'avaient pas besoin d'être traitées, ou est-ce qu'ils ne traitent une partie de leur ruche pour faire des économies? Ça, on ne sait pas non plus. En ce qui concerne les méthodes de traitement, la majorité des apiculteurs traitent avec des traitements vétérinaires, donc ça, c'est attendu. Certains apiculteurs ne traitent qu'avec des méthodes biotechniques. Donc, certaines méthodes biotechniques comme l'hyperthermie sont très efficaces pour traiter le varroa, notamment au printemps. Mais en général, ça ne suffit pas. Il vaut mieux que ce soit complémentaire à un traitement vétérinaire. Et il y a des apiculteurs qui mettent en place les deux. C'est en général ce qui donne de meilleurs résultats pour lutter contre le varroa. D'ailleurs, on remarque que plus le nombre de ruches augmente chez les apiculteurs, plus les pratiques biotechniques couplées au traitement vétérinaire augmentent au sein de la population. Donc c'est quelque chose qui peut être qui est peut-être en train de se démocratiser et qui va permettre peut-être de limiter les mortalités hivernales des colonies. Alors, je me suis encore trompée de sens, je vais y arriver, je vous le promets. En ce qui concerne les traitements vétérinaires, donc vous en avez de 3 types. Les acaricides de synthèse, interdits en apiculture biologique, les acides organiques, autorisés en apiculture biologique, et les huiles essentielles, également autorisées en apiculture biologique. Vous voyez que entre 75 et 85% des traitements utilisés dans les ruches, c'est un acide de synthèse qui est, vous le connaissez tous, l'apivare. Plus on augmente le cheptel, plus les acides organiques ont tendance à être utilisés dans les ruches, certainement en traitement complémentaire d'hiver, ou alors pour traiter les essaims au mois de mai-juin. Vous voyez que les médicaments à base de thymol sont très marginaux et qu'ils n'ont pas du tout été employés par les apiculteurs de plus de 50 ruches qui ont répondu à l'enquête. Non. Non, désolé, je ne vais pas y arriver. Alors, là, c'est pareil, c'est un graphique avec lequel il va falloir être prudent. Vous voyez les pertes des apiculteurs, en rouge les mortes, en jaune les non-valeurs, en fonction du traitement utilisé. Donc vous avez l'apitraz, l'apivare, l'apistan, tous les médicaments à base de thymol, le varomède et le max, il manque un S. Vous remarquez que l'apitraz,
les apiculteurs qui utilisent l'apitrase présentent le moins de pertes dans leur ruche. Notez que parmi ce pourcentage de pertes, il peut y avoir beaucoup de choses derrière et pas seulement l'utilisation des médicaments. Ils peuvent avoir eu un problème de reine, ils peuvent aussi avoir eu un problème de nourrissement. Donc là, on est plutôt sur une tendance. Ensuite, vous avez l'apivar et l'apistan. Les apiculteurs qui ont utilisé ces molécules ont des taux de perte relativement similaires. Et lorsqu'on utilise des médicaments à base de thymol, les pertes brutes augmentent légèrement. Le Varomède, de la même façon. Et alors, le max, là, les mortalités ont tendance à exploser, sachant que le max, c'était quand même un traitement qui était un peu difficile à utiliser, beaucoup dépendant des températures extérieures, et qui ont causé quelques problèmes aux colonies. D'ailleurs, le max, je crois, n'est plus en vente, il a été remplacé par le Formic Pro. Alors, ici, je vous ai montré les dates d'utilisation de l'apivar. Donc, la majorité des apiculteurs utilisent l'apivar au mois d'août. Donc, c'est la période recommandée de manière à ce que le traitement puisse protéger vos abeilles d'hiver. Ainsi, vos abeilles d'hiver restent aussi saines que possible, fortes, et vont pouvoir passer non seulement l'hiver, mais en plus, elles vont réussir à élever la première génération des abeilles d'été. Lorsqu'on traite un peu plus tard, par exemple au mois de septembre et d'octobre, on a quand même presque la moitié des apiculteurs qui font des traitements dits tardifs, probablement pour exploiter les miellées tardives, comme par exemple la miellée de sapin. Ça peut causer des problèmes au niveau de la colonie, parce que là, vos abeilles d'hiver ont déjà commencé à émerger et elles ont déjà été affaiblies par le varroa. C'est ce qu'on tente de démontrer après. Là, vous avez la date d'utilisation de Varomède. Le Varomède, c'est l'acide qui est le plus utilisé par les apiculteurs. Vous avez le Varomède qui est certainement utilisé en tant que traitement d'hiver, de janvier à avril et en novembre-décembre. Et vous voyez qu'il y a un pic d'utilisation, notamment chez les apiculteurs plus professionnels, entre juin et juillet, certainement pour traiter les essaims. Et le Varomède peut aussi être utilisé en tant que traitement de fin d'été. C'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut réellement compter les varrois. Ou alors en bithérapie, en complément d'un traitement de type lanière. Là, on ne sait pas exactement ce que les apiculteurs ont décidé de faire ou non. Tout traitement confondu, vous avez ici les pertes hivernales en fonction de la date de mise en place du traitement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que plus le traitement de fin d'été est réalisé tôt, plus vos colonies ont de chances de passer l'hiver. Ce n'est pas exactement ce qu'on retrouve pour cette année 2022-2023. Ici, vous voyez un R carré, c'est un coefficient de corrélation de 0,34. Plus il est proche de 0, moins il y a de corrélation. Plus il est proche de 1, plus la corrélation est forte. 0,34, c'est plutôt faible. Donc, au cours de l'année 2022-2023, les pertes semblent peu influencées par la date de mise en place du médicament. Par contre, ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve quand on regarde cette moyenne sur 10 ans. Sur 10 ans, on a plutôt une moyenne de 0,83, donc proche de 1 avec une forte corrélation. Seulement, il s'est passé quelque chose en 2022. En été 2022, on a eu une sécheresse en été qui a créé une rupture de ponte. Or, quand il y a rupture de ponte, vous le savez, le varroa a absolument besoin du couvain pour se reproduire. Sans couvain, il ne se reproduit pas et ça ralentit considérablement l'explosion de sa population. Et c'est certainement pour ça que cette année, la date de traitement a eu moins d'influence que les années précédentes. Est-ce que c'est clair ? Parfait. Ensuite, en ce qui concerne la stratégie de lutte, donc, la majorité des apiculteurs, la moitié d'entre eux, font un traitement unique. Ensuite, vous avez la bithérapie, qui est l'utilisation d'un traitement successif avec une molécule différente. On voit que cette tendance augmente avec le nombre de ruches. Les apiculteurs professionnels ont tendance plus facilement à faire de la bithérapie que les apiculteurs avec moins de 10 ruches. Alors, il faut prendre cette valeur-là avec des pincettes aussi, parce que dans bithérapie, tous les apiculteurs ne sont pas très à l'aise avec le concept de bithérapie, qui est l'utilisation d'un traitement successif. Certains vont utiliser par exemple un acide au printemps, vont utiliser des lanières à l'automne et vont considérer qu'ils ont fait de la bithérapie. Donc ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes. De même pour la rotation des molécules, donc on a presque un quart d'apiculteurs qui déclarent faire de la rotation de molécules. Beaucoup d'apiculteurs
estime que alterner entre apivare et apitraz, c'est faire une rotation. Pour rappel, l'apivare et l'apitraz, c'est la même molécule active, c'est de l'amitrase, donc ça ne peut pas constituer une rotation de molécules. Ensuite, vous avez les stratégies de lutte dites biotechniques. Donc, vous savez, les luttes biotechniques, ça va être le piégeage des varrois dans le couvain mâle, l'encagement de l'ARN pour créer une rupture de ponte, la division des colonies. Si vous divisez vos colonies pour faire de la lutte biotechnique, il faut que vous laissiez vos abeilles réélever une nouvelle reine, de manière à créer une rupture de ponte. Et ensuite, vous avez l'hyperthermie. Et la plupart des apiculteurs préfèrent, pour la moitié d'entre eux, le retrait du couvain mâle ou le retrait du couvain. On ne sait pas exactement s'ils retirent tout le couvain ou pas avec cette étude, mais en tout cas, c'est la méthode préférée par les apiculteurs et c'est la plus simple à mettre en place. Et ensuite, vous avez pas mal d'apiculteurs, donc là c'est pareil, ça augmente avec le nombre de ruches, qui profitent de la période d'essaimage pour faire de la division et donc réduire la population de varrois à ce moment-là. Ensuite, vous avez une météo hivernale défavorable. Donc normalement, vos colonies, si elles ont suffisamment de réserves, si elles ont été correctement traitées, et si vous avez des colonies fortes, normalement, elles ne devraient pas avoir de mal à passer l'hiver. Donc pour les aider à passer l'hiver, l'idéal, c'est de donc maintenir des colonies fortes et saines, d'avoir une bonne stratégie de lutte contre le varroa et de vérifier si elles ont assez de réserves pour l'hiver ou non. Il y a une autre chose qui pourrait perturber la survie de vos colonies durant l'hiver, c'est si on a une période de réchauffement en hiver. Donc une période de réchauffement qui va pouvoir peut-être engendrer une reprise de ponte de la reine. Une reprise de ponte de la reine, ça va augmenter la consommation des réserves de la ruche à une période où il n'y a rien à récolter à l'extérieur. Donc ça va être en plus favorable à la reproduction du varroa à une période peu propice. Donc, dans ces cas-là, en général, ça se fait en hiver. Si vous voyez quelque chose comme ça dans votre ruche, si vous pressentez qu'il va y avoir une reprise de ponte en raison des températures extérieures, ça peut être intéressant d'envisager un traitement dit d'hiver à base d'acide. En général, on utilise de l'acide oxalique en hiver. Pardon. Ensuite, les problèmes de réserve et ou de nourrissement. En fonction de la force de vos colonies et de la race de votre abeille, une colonie a besoin entre 10 et 80 kg de sucre pour passer l'hiver. C'est vraiment les chiffres extrêmes. Par exemple, l'abeille jaune consomme beaucoup plus qu'une abeille noire ou qu'une abeille buckfast. Pour passer l'hiver correctement sur réserve, alors, ne pas hiverner sur miela. Le problème du miela, c'est qu'il contient pas mal de mélésitose, qui est un sucre qui est mal digéré par les abeilles et qui peut provoquer une dysenterie. Par ailleurs, le miela peut causer l'apparition d'autres maladies, comme la maladie noire, et favoriser aussi la propagation de nosémose. Ensuite, on évite d'hiverner sur des sirops du commerce à base d'amidon. Pareil, les amidons, ils ont beau être dégradés en saccharose, glucose, il y a une partie de cet amidon qui reste sous forme de sucre complexe qui va être mal digéré par les abeilles. Et le problème en hiver, c'est qu'elles ne peuvent pas toujours sortir pour aller vider leur ampoule rectale et vous risquez d'avoir de la dysenterie dans la ruche. On s'assure bien sûr que les abeilles aient suffisamment de réserves pour passer l'hiver. Si elles n'en ont pas suffisamment, vous pouvez compléter ces réserves avec l'apport d'un sirop maison 70-30, 70% de sucre, 30% de sirop. Là, vous aurez du sirop, vous leur apportez du sucre 100% saccharose. Sinon, vous pouvez compléter à l'aide d'un sirop du commerce, mais éviter les sirops à base d'amidon à cette période. Et enfin, si vos réserves sont toujours insuffisantes et que les températures descendent en dessous de 13, 12, 10 degrés, là, il va falloir passer sur un nourrissement de type Candy. Parce que sous ces températures-là, les réserves ne prennent plus le sirop liquide. Notez aussi, je pense que vous le savez tous, que le sirop 70-30, elles vont le stocker dans la ruche, alors que le candy va être consommé directement et ne sera pas stocké.
Ensuite, le frelon asiatique. Alors, le frelon asiatique, il est particulièrement actif dans les Ardennes, dans l'Aube, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse, en somme, dans l'ouest de la région. C'est par là qu'il a commencé à coloniser la région. La carte n'est pas représentative de la colonisation du frelon, il s'agit en fait de la carte des déclarations des apiculteurs au cours de l'année 2023. Vous voyez que les départements qui sont le plus touchés sont pour l'instant ceux qui déclarent le moins, comparés à ceux qui sont actuellement touchés et où le frelon prend de l'ampleur. Notez que cette année, le frelon a fini de coloniser officiellement la région puisqu'on l'a retrouvé dans le Haut-Rhin. Pour la première fois, il a été officiellement identifié. Je vous invite à faire vos déclarations sur un site qui s'appelle lefrelon.com. Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour ça. Plus il y a d'utilisateurs de ce site-là, plus il sera possible de mettre efficacement en relation les apiculteurs et les différents acteurs contre la lutte contre le frelon. Ça peut être les collectivités locales, les pompiers ou encore les destructeurs. Et en plus, nous, si la carte est bien fournie, ça nous donne des informations sur la présence ou non de frelons, sur les ruchers qui sont susceptibles d'être touchés. Et ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites de la transhumance, vous pouvez peut-être contacter le GDS ou directement le site pour voir si vous allez transhumer sur une place qui a été identifiée comme ayant plus ou moins de frelons. Donc ça, c'est un outil qui, je pense, est assez précieux pour l'apiculture et pour la lutte contre le frelon.